Des marchés un peu mous en début de semaine, en attente des sorties d'annonces économiques, des sorties de résultats également de nombreuses entreprises. Si jamais vous voulez voir le détail de toutes ces annonces, vous pouvez tout de suite regarder la revue macroéconomique. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse hebdo, le débrief hebdo avec Goliath, plateforme d'investissement. Si jamais cela vous intéresse, le lien est directement disponible dans la description. Et avant de passer tout de suite sur les graphiques, comme d'habitude, je vous laisse mettre pause et lire l'avertissement relatif au risque. On commence tout de suite cette semaine avec le Bitcoin. Vous savez, les cryptos depuis quelques temps sont en grande difficulté. Le marché attend de bonnes nouvelles. Pour l'instant, c'est pas toujours le cas. On a déjà vu la semaine dernière que le prix s'était arrêté pile poil sur les 60 000. Est-ce que c'est un hasard? Pas forcément. Je pense qu'il y a des gros investisseurs qui ont commencé à recharger, à reprendre un petit peu des lignes sur les cryptos, sur les altcoins en règle générale. En tout cas, il faudra voir un petit peu comment ça se passe ces prochains jours, ces prochaines semaines. C'est sûr que voilà, on attend des bonnes nouvelles. Pour l'instant, l'année est très mal partie côté crypto-monnaie. Je vous rappelle qu'on avait une très grosse zone au niveau des 50-55 000. Tout simplement pourquoi? Parce que ici, dans un premier temps, nous avions un ancien sommet et surtout, nous avons la moyenne mobile en mensuel. Généralement, quand cette moyenne mobile en mensuel est travaillée, on a généralement des réactions, du moins le prix ne traverse pas la moyenne mobile mensuelle 50 en rouge aussi facilement. Alors là, j'ai pas les datas, j'ai les datas que jusqu'à 2020, mais si vous allez sur d'autres actifs du Bitcoin, là je suis sur Binance, mais si vous allez ailleurs, vous verrez que effectivement cette moyenne 50, à chaque fois qu'elle est touchée, le prix est rejeté et on repart effectivement un peu plus haut. Dans le cas de figure où elle se ferait casser, breaker, là effectivement ça commencerait vraiment à pas sentir bon pour les crypto-monnaies et les altcoins en règle générale. Pour l'instant, et si on parle vraiment de structure long terme, nous sommes toujours haussiers sur le Bitcoin, d'accord? En monthly, pour l'instant, nous n'avons pas cassé l'ancien haut, donc on peut considérer que nous sommes encore haussiers. En weekly, forcément, ça commence à se dégrader, et pour moi, en weekly, effectivement, on est aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur une structure baissière, depuis qu'on a fait cette impulsion ici, parce que voilà, les anciens hauts, enfin l'ancien bas et l'ancien haut étaient ici. Là, on a cassé cet ancien bas sans réussir à faire de nouveaux plus hauts. Donc effectivement, en weekly, la tendance est plutôt baissière et le Bitcoin est plutôt en difficulté. Ce que j'attends de voir dans les prochains jours, alors je l'ai écrit également dans la revue, on est repassé dans un premier temps au-dessus de cette moyenne mobile 50 en 4 heures. C'est déjà un premier pas vers, entre guillemets, une première relance. Maintenant, voilà, on est passé au-dessus durant le week-end, donc pour l'instant, c'est très timide. Tant qu'on ne s'installe pas clairement au-dessus de cette dernière, ça va toujours être encore un petit peu compliqué pour le Bitcoin. Là, on voit que la moyenne mobile commence légèrement à se repencher vers le haut. Donc, c'est pourquoi pas un premier signe comme quoi on aurait un regain un petit peu des acheteurs. Encore une fois, les baleines sont en train de se positionner. C'est peut-être pas non plus un hasard. Ça aussi, je l'ai mis et j'ai expliqué le détail dans la revue macro pour les membres Goliath. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller checker ça. Et si vous n'êtes pas chez Goliath, eh bien, inscrivez-vous. Le lien est dans la description. De suite, qu'est-ce qu'on peut voir également sur le BTC? Alors, peut-être qu'un pullback sur cette moyenne mobile 50 en H4 pourrait être sympathique pour tenter un achat. Maintenant, faites attention, prenez des positions, des tailles de position du moins en fonction de votre aversion au risque et ne mettez pas, comme on dit, la maison. Gardez-vous des cartouches de côté parce qu'on n'est pas à l'abri de ce qui peut arriver. Là, ce que j'aime bien aussi en daily, c'est qu'on est en train de repasser au-dessus de la moyenne mobile 7. Donc, c'est une première étape, on va dire, pour un changement entre guillemets de tendance qui est encore très léger, je me répète. Et on a aussi surtout fait un break daily vendredi, donc ça c'est une bonne chose, avoir la clôture d'ici demain. Mais là ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on est en train de faire un marteau. Donc encore une fois, c'est une bougie qui psychologiquement nous dit que les acheteurs ont repoussé les vendeurs, tout simplement. Et on fait ça sur une zone de prix. Donc pourquoi pas voir la semaine prochaine un petit peu comment ça se déroule. Maintenant, si vous commencez à recharger un petit peu sur le Bitcoin, les niveaux importants à surveiller, ça va être les 72, 74, 75 000 où on pourra déjà prendre une partie des bénéfices si le prix
repart vers le haut, d'accord? Ensuite, on va tout de suite passer sur le gold. Alors, rappelez-vous, le gold, je vous avais donné des zones la semaine dernière, zones en 4 heures qui, pour le coup, ont plutôt bien fonctionné, hein. On était en train de retracer, on va dire, cette impulsion baissière hein, qu'on avait eue, hein, cette grosse baisse de 20% en 2-3 jours. Donc c'est assez violent. Après, encore une fois, on avait tellement tiré sur l'élastique, sur le gold, que plus on tire sur l'élastique, plus le retour va être puissant, va être violent. Là, on est en train de retracer. Alors effectivement, c'est un petit peu timide. On voit aussi en 4 heures, même on peut aussi le voir en 1 heure, hein, qu'on est en train de créer une figure chartiste, donc un triangle ascendant. Alors, figure chartiste, attention, prenez-les quand même sur des unités de temps assez élevées. N'allez pas commencer à trader des doubles tops ou des doubles bottoms, que sais-je, en 5-15 minutes. Il faut que la figure soit sur des unités de temps assez grandes pour qu'elle ait vraiment de la valeur et qu'elle soit vraiment pertinente. D'accord ? Partez du principe que plus la figure met du temps à se créer, plus les gens et les intervenants auront le temps de la voir et plus potentiellement ils réagiront en fonction de cette figure. Si vous avez des figures en 5 minutes, il y a très peu de gens qui tradent ou qui sont devant les graphes en 5 minutes et qui attendent des figures chartistes, très clairement. Donc voilà, donc en théorie, quand on a un triangle ascendant comme ça, on est censé, je dis bien censé, en sortir par le haut. Cela dit, cette résistance que je vous avais indiquée dans le débrief précédent a très bien fonctionné. Hein. Donc si vous vous placiez ici, il y avait quand même quelques points à faire hein, sur le gold. Hein. C'était d'ailleurs c'est parti assez vite. Hein. Donc ça, jeudi 16h à mon avis, c'était juste après. C'était jeudi quand on a eu la grosse baisse également sur les indices. On verra ça juste après. Mais voilà, le gold toujours c'est 2 zones à surveiller. Donc la zone de résistance ici entre 5070 et 5100 et la zone de support en dessous entre 4750 et 4800. Est-ce qu'on va retourner sur cette zone de support? Plus difficilement en tout cas parce qu'on a un petit peu cette trendline du triangle ascendant qui fait un petit peu barrage on va dire. Donc pourquoi pas effectivement attendre une cassure de cette résistance hein, comme ceci ainsi que la cassure de la trendline du haut du triangle ascendant avec un pullback sur sa trendline ou sur sa résistance pour derrière retourner gentiment chercher les ATH. Je dis gentiment parce qu'en réalité on n'a pas de grosses résistances qui vont nous gêner entre temps. On a éventuellement ce haut-là hein, qui pourrait éventuellement faire office de premier TP, donc à 4430, 4450. Sinon, voilà, il n'y a pas vraiment de barrière, en tout cas, à ce que le prix s'arrête avant ça. Donc, je vais les tirer, je vais la laisser là pour les semaines suivantes, au cas où. Comme ça, vous pouvez suivre aussi l'évolution un petit peu des prix. Mais voilà. Rien d'autre à dire sur le gold. Moi, personnellement, je préfère toujours rester haussier. Si vous avez des setups vendeurs et que vous êtes à l'aise avec ça, allez-y. Maintenant, encore une fois, faites attention. Le gold, comme les commodities, en règle générale, que ce soit le pétrole, le gaz, etc., sont des actifs qui sont quand même très volatiles. Passons ensuite à l'euro-dollar. Donc euro-dollar, ça fait déjà aussi un petit moment qu'on en parle. Vous savez qu'on avait ce range qui est là depuis 6 mois. On en était sorti, puis au final on avait une annonce économique qui avait fait, les vendeurs avaient clairement repoussé les acheteurs. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que pour moi, cette Evening Star, donc cette bougie avec une grande mèche, n'a pas été validée. Cette bougie-là est vraiment très légère, d'accord? Donc pour le moment, l'euro-dollar tient. Je vous avais d'ailleurs dit à plusieurs reprises de surveiller le pullback sur la borne haute de ce range. C'est chose faite, hein, on est revenu le travailler à plusieurs reprises. Alors il a mis un peu plus de temps à partir, il n'est pas parti tout de suite, mais vous voyez que si on travaillait cette zone à l'achat à plusieurs reprises, ou que ce soit en intraday ou même sur du un peu plus moyen terme, en swing trading, peu importe, appelez ça comme vous voulez, on aurait pu, on serait effectivement à l'heure actuelle avec quand même quelques bénéfices. Bien évidemment, à ce moment-là, on aurait pu aussi passer à break-even. Vous voyez qu'ici, en fait, je reprends un peu ce qui s'est passé, mais on a eu la chute. On est revenu une première fois. Alors effectivement, on a eu une première bougie haussière, mais celle-ci, en réalité, ne signifie rien. Et effectivement, là, on a eu un breakout haussier lors de la journée du... alors, c'était vendredi 6 février, qui a été confirmé, du coup, le lundi. Donc, rentrer à ce moment-là, ça aurait pu être éventuellement judicieux. Pour l'instant, ça tient. Si le prix revient sur cette zone, on peut toujours la travailler à l'achat pour, encore une fois, aller viser les niveaux au-dessus. Je vais me mettre sur des unités de temps plus basses. Par contre, gardez bien en tête qu'il est tout à fait possible qu'on réintègre ce range. Dans le cas où on réintègre ce range, alors il faudra entre guillemets retourner sa veste, repasser vendeur pour aller, pourquoi pas, dans un premier temps, aller chercher les 50%
du range qui sont très souvent sollicités, comme vous pouvez le voir. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est les 50%, c'est le point d'équilibre du range. Et en plus, on a les bandes de Bollinger en daily qui commencent à remonter aussi à ce niveau-là. Donc ça fera, on va dire, une zone de convergence assez intéressante pour déjà prendre des profits et des bénéfices. Je vais rapidement me mettre en 4 heures, je vais peut-être pas descendre jusqu'en 1 heure. Est-ce qu'on a vraiment des choses qui peuvent nous gêner? Effectivement, hein, si le prix revient sur sa borne, on aurait déjà des premiers TP à prendre ici, sur cette zone des 1,19, 1,20. En fait, voilà, l'euro-dollar, pour l'instant, reste bloqué un petit peu sur ces 1,18. Il a du mal à aller plus haut. Il faut savoir qu'historiquement, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvé sur ces niveaux, sur l'euro-dollar. On avait une grosse chute ici en 2021. Et puis on avait rangé. Une deuxième impulsion ici, c'était un petit peu au moment de... c'était post-élection Trump l'année dernière. Voilà, l'euro... l'euro avait repris un petit peu son d'ascendance avec les droits de douane, etc. Et là, pour l'instant, on est retourné un petit peu dans une optique un petit peu plus de range, de consolidation, donc à voir un petit peu ce qui se passe. Ensuite, partons sur le SP500. Alors, le SP500 qui était assez mou en début de semaine, mais quand je dis mou, ça veut dire qu'en soi, il ne s'est pas passé grand-chose. Vous voyez, si je me mets en daily, les premiers jours, lundi, mardi, mercredi, bon, il ne s'est pas passé grand-chose. Au final, le marché sur 3 jours a été flat. Par contre, on a quand même une volatilité qui a relativement, même drastiquement augmenté. Ça se voit simplement à l'œil. Vous voyez la taille des bougies par rapport à ce que la plupart du temps, 80% du temps, le SP500 a l'habitude de faire. Là, ça secoue un petit peu, d'accord? Encore plus sur les autres indices américains. Donc pareil, réduisez votre exposition si vous êtes habitué à trader ce genre d'indice. Peut-être mettez vos stop-loss avec un peu plus de marge. Voilà, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire SL par une mèche qui part dans un sens ou dans l'autre. Et puis au final, vous aviez potentiellement raison sur votre prise de position. Donc ce serait dommage de sortir un petit peu bêtement, si je puis dire. Donc voilà, donc en attente des annonces, on a eu les NFP. Au final, c'était bien parti en début de session. Derrière, ça s'est cassé la gueule. Là, ça, c'est quand même vraiment pas beau. On a quand même fait moins 1,80 sur le SP en une journée. C'est quand même pas rien. Ensuite, on a eu le lendemain l'inflation. D'accord. Au final, on a fini la journée flat, alors que c'était plutôt bien parti dans le sens où je vais vous montrer ce qui s'est passé. Et c'est le même setup, rappelez-vous, qu'on avait vu à une certaine période. C'est qu'en fait, ici, on est venu au moment de l'open, faire une grosse mèche ici. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont fait piéger sur cette bougie. En soi, c'était pas forcément mauvais parce qu'effectivement, on vient quand même d'une tendance un petit peu baissière sur les unités avec des unités de temps un peu plus courtes. On est sous la moyenne mobile 50 en daily, c'est toujours celle en rouge. Donc, c'était pas non plus bête de vendre à cet endroit-là. Par contre, on avait eu effectivement les CPI à 14h30, donc en pré-market, qui avaient pushé le prix, qui avaient poussé le prix vers le haut. Donc on avait eu un flux haussier. Et donc je ne me suis pas fait avoir vendredi, moi personnellement, je me suis mis à acheter le SP500. Et en fait ici, on est venu un petit peu prendre la liquidité, mais la liquidité de quoi? Excusez-moi, tout simplement de ce gap juste ici, que nous n'avions toujours pas comblé. Et rappelez-vous, c'était exactement ce qui s'était passé également la dernière fois ici. Donc là, on était vraiment sur le même setup. Vous voyez qu'ici, on est revenu tester le gap, on est reparti, on a refait un gap, et là, pareil. Donc maintenant, la grande question... On a eu aussi une réaction parce qu'on a touché notre moyenne mobile, notre bande de Bollinger basse en 1 heure. Alors ce qui est un petit peu inquiétant, c'est qu'elle est quand même en train de s'ouvrir. Donc généralement, une bande de Bollinger qui s'ouvre, c'est potentiellement annonciateur d'un flux qui va continuer dans le sens de l'ouverture des bandes de Bollinger. Il faudra bien évidemment voir un petit peu comment ça se passe en début de semaine. Là, on a quand même fait un beau doji sur un bas de marché. Est-ce que de nouveau, le SP500 repart? Vous voyez qu'ici, on est dans une espèce également de grosse consolidation. Donc, est-ce que, vu qu'il nous a fait ce type de signal en bas de son range, en bas de sa consolidation, il repart de nouveau en haut? Ou est-ce qu'à un moment donné, il va commencer à la casser? Dans tous les cas, le plus ingénieux, ce serait d'acheter le bas de cette borne basse du range. Les 50%, comme d'habitude, vous voyez encore une fois, je place un peu près, mais c'est 50% qui sont très très souvent sollicités. Comme premier TP, peut-être un peu comme ça. Premier TP et comme deuxième TP, la borne haute. Borne haute,
vous la vendez pas en fonction de si vous aimez vendre ou pas les indices. Mais alors là, on est sur le cash, mais sur le futur, c'est le niveau des 7000 qui n'arrive pas et qui est énormément défendu par les vendeurs. Il y a énormément de contrats qui sont placés sur ces niveaux. Il y a aussi le niveau des 7050 depuis plusieurs jours qui est défendu. Donc voilà. À voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, la volatilité est revenue. Je vous invite d'ailleurs à regarder le VIX, qui est aussi appelé indice de la peur. Enfin, du moins, c'est l'indice de volatilité par rapport au SP500. Il est en forte augmentation. Il est au-dessus des 20. Donc, quand il est au-dessus des 20, généralement, on a une volatilité qui augmente. Le DAX, eh bien, toujours pareil, toujours cette zone, cette borne haute qui tient. Tant que les 24 000, 24 500 tiennent et qu'on n'a pas de réintégration de ce range, pour l'instant, ça tient, même si c'est pas joli, même si le DAX entre guillemets fait du surplace. Vous voyez que si je me mets en weekly, voilà, il s'est strictement rien passé cette semaine. Alors oui, on est monté, on est redescendu, voilà, il s'est rien passé de beau. Et là, on a eu d'ailleurs, parce que je veux vraiment que vous inculquiez ça en fait dans votre trading, on est venu aussi chercher le gap. Ici, vous voyez avec la zone verte, le gap qu'on n'avait pas encore comblé, qui correspondait aussi à une zone. Donc voilà, plusieurs éléments convergents au même endroit. Donc c'est assez logique généralement qu'on ait des réactions et c'est exactement ce qui s'est passé. En plus, c'était la journée de jeudi où derrière ça s'est bien cassé la figure. Pourtant, on partait sur une session de London assez bonne et les US sont arrivés et ont tout retourné vendredi. C'est absolument rien passé. Les marchés ont été complètement tassés. Donc le DAX, je vous invite également à noter les différentes zones qui, vous pouvez le voir, sont plutôt fonctionnel, marche plutôt bien. Donc vous pouvez tout à fait travailler de zone en zone. Hein. Si vous achetez ici, eh bien vous visez la zone du dessus, ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord, ça peut vous faire plusieurs TP, plusieurs objectifs. Ensuite, focus de la semaine, on va passer sur Hermès. Alors, le secteur du luxe qui était quand même un petit peu dans le collimateur depuis un certain temps, parce que voilà, il y avait des problèmes, etc. avec la Chine. Kering n'avait pas eu de super bons résultats en termes de publication. Et puis, au final, la publication qu'on a eue était plutôt bonne, rassurante, on va dire. La marge va bien, les bénéfices aussi. Le secteur du luxe, dans des situations un petit peu comme on a actuellement, n'est pas forcément touché en règle générale parce que ça s'adresse à des personnes généralement plutôt aisées et donc ces personnes-là n'ont pas de problème en fait avec les prix qui augmentent avec l'inflation. Enfin, c'est sociologiquement parlant, c'est normal. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Et donc les sacs Birkin ont même continué d'augmenter en prix. C'est un petit peu, vous savez, plus c'est cher, plus le produit est de qualité, plus c'est gage de luxe, etc. Donc les gens n'ont pas peur d'acheter. Et encore une fois, ça s'adresse à un type de clientèle qui a de l'argent, ou du moins de l'argent à dépenser dans ce genre de choses. Donc pour l'instant, ça va. On est plutôt sur une belle croissance. Ce qu'il faudra surveiller, en fait, c'est que ça fait un moment qu'on était dans ce range, ça fait depuis août 2025. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, quand on revenait dessus, à chaque fois, on se faisait rejeter. Hein. C'est arrivé 1, 2, 3, 4, 5 fois. Sauf que là, fondamentalement, on a un bon contexte. On a des bons résultats. Donc, peut-être que cette fois-ci, ce range va finir par être cassé. Les gros niveaux de façon d'achat sur Hermès, ça va être celui-ci, donc entre 2000 et 2050, plus ou moins. Maintenant, si on casse ce range à la hausse, qu'éventuellement on fait un pullback sur cette borne haute, ça sera intéressant d'aller racheter un peu de Hermès et d'en avoir un petit peu dans le portefeuille. Sachant que voilà, les plus hauts étaient quand même à 3000, donc il y a quand même une marge de manœuvre assez grande. Je ne dis pas qu'on va remonter sur les ATH tout de suite, mais en tout cas, il y a de quoi faire. Voilà, c'est tout pour le débrief de cette semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez surtout pas à mettre un like et à poser vos questions si vous en avez en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si jamais, encore une fois, vous voulez rejoindre la plateforme d'investissement Goliath, le lien est dans la description. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.